Nous sommes mardi avec notre invité. On va évoquer des sujets sur le plan international. On va parler du Burkina Faso avec cette hémorragie terroriste qui ne s'arrête pas. La Côte d'Ivoire, les avocats qui demandent l'indépendance des juges ivoiriens. Et puis on parlera justement de cette sortie des autorités italiennes sur la France-Afrique. Selon l'Italie, c'est la France qui maintient un certain nombre de pays africains dans l'appauvrissement avec le franc CFA. On va en parler avec Maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Maître Sosa, bonsoir. Bonsoir, Samuel Nori. Nous commençons d'abord avec le Burkina Faso. Au moins 4 soldats ont été tués lundi à Nassumbu, dans le nord du Burkina, au lendemain d'une autre attaque qui avait coûté la vie à 10 civils, alors que le pays est en proie à une explosion de violences terroristes. Des individus lourdement armés et non identifiés ont attaqué aux environs de 4 heures du matin la base militaire du GFSN, groupement des forces de sécurité du Nord, basé à Nassumbu. 4 éléments des forces de défense et de sécurité ont été tués et 4 autres blessés. C'est vrai, Maître Sosa, que depuis quelques mois déjà, le Burkina paye un lourd tribut dans ces attaques terroristes. Mais ce qui est véritablement incompréhensible côté burkinabé, c'est qu'il semble y avoir comme les forces de défense et de sécurité sont systématiquement prises pour cible et à chaque fois, elles se font surprendre. Oui, c'est que nous avons affaire dans cette situation burkinabé à une désorientation et une, disons, perte d'efficacité opérationnelle des forces de sécurité. Il ne vous a pas échappé que la France intervient en appui technique et pourtant, cela se produit. C'est à peu près le même phénomène qui a sévi au Mali et qui a justifié l'intervention de la force Barkhane, qui est toujours à l'œuvre. Bon, il ne faudrait pas grand-chose pour qu'elle exporte des éléments en appui également aux forces burkinabées. Mais, vous voyez, on est devant un phénomène qui n'a plus rien de scientifique, dont la solution ne sera pas scientifique non plus, parce qu'il ne suffit pas de poster à certains points stratégiques quelques éléments pour s'assurer qu'il ne se passera rien. Parce que la façon dont les choses se passent, il suffit de quelques nervis équipés de mitrailleuses, de fusils automatiques et de motocyclettes pour que le carnage se produise sur une population souvent pas très grande et ciblée à cause de sa vulnérabilité. Donc, oui, on peut utiliser tous les drones du monde, on peut utiliser tous les moyens de surveillance par satellite du monde. Il y aura toujours ce genre d'exaction et de violence qui frappera des populations civiles innocentes partout dans le monde. Il y a une fatalité face à la question terroriste? Une fatalité, je ne dirais pas ça comme ça. Mais quand le 13 novembre, au Bataclan et dans les rues de Paris, quelques éléments, ils étaient même pas une dizaine, 4 ou 5 personnes, ont pu tuer jusqu'à plus d'une centaine de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? La France est-elle un pays militairement sous-équipé? Non. Et pourtant, ça s'est produit en France, à Paris, au Bataclan. Vous voyez? Donc, ça peut frapper partout. Nous ne sommes plus en sécurité nulle part. Maintenant, la question est de savoir pourquoi nous sommes ciblés et qui sont ceux qui nous ciblent. On les connaît, mais seulement on ne sait pas les arrêter. Maintenant, quand on a demandé qui sont ceux-là, il faut se demander pourquoi. Je crois que c'est le résultat de politiques étrangères, parfois problématiques, parfois qui heurtent la sensibilité de certains et qui, à chaque fois, mettent en jeu des forces en présence qui déséquilibrent ce que certains comprennent, à tort ou à raison, comme l'équilibre du monde. Je m'explique. On va dire que ce sont des forces d'obédience islamiste. Bon. Qu'est-ce que nous faisons aux islamistes? Pourquoi ils ne frappent pas en Arabie Saoudite? Parce que
en général, quand ils sont islamistes, parfois ils sont saoudiens, Ouais. parfois on dit qu'ils sont salafistes. Souvent, les salafistes sont ou sunnites ou chiites. Ouais. Pourquoi on n'arrive pas à définir exactement quel est le substrat idéologique définitif du salafisme et qu'on le trouve un peu partout? Mais ils ne frappent pas au Qatar. Pourquoi ils nous en veulent, nous? Pourquoi ils en veulent au Burkinabé? C'est la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que tout ça, ce sont les avatars de ce qui s'est passé en Libye, et dont nous continuons de payer le prix. Et les pays qui en payent le prix sont des pays qui, malheureusement, n'ont pas pris des positions claires par rapport à ce qui s'est passé en Libye et par rapport à certaines velléités hégémonistes de certaines puissances qui, malheureusement, ne sont pas africaines. Mais ce qu'on se Parce que dit- je ne suis pas sûr que le Burkina Faso, enfin, ou le président Compaoré, ait eu quoi que ce soit à faire qui ait énervé à ce point ceux qui sont en train de commettre ces actes terroristes au Burkina Faso contre les populations burkinabées. À eux, personnellement, non. Peut-être que par les alliances qu'il a, oui. Ouais. Et on le dit. On a peut-être de justes raisons de croire que c'est vrai. Le président Compaoré a négocié sa paix et il a marchandé en offrant l'hospitalité à ces gens et en leur offrant une base opérationnelle. Aujourd'hui, qu'il s'agit de déstabiliser le pouvoir Compaoré, le pouvoir de Kaboré, est-ce qu'il n'est pas légitime de rechercher dans une volonté de déstabiliser le régime actuel au Burkina Faso le pourquoi de ces prurites terroristes qui arrivent au Burkina Faso? Depuis que ce phénomène du terrorisme se répand sur le continent, on dit oui, c'est une guerre asymétrique, les forces de défense africaines n'y sont pas habituées. Mais Sosa, à chaque célébration... Pas que les forces de défense africaines. Là où sont les forces américaines non plus. Hein. Oui. Ils n'ont pas plus de succès. Mais le problème, à chaque célébration, par exemple, de nos indépendances en Afrique, on nous aligne une armada de militaires parés à toute éventualité. Non, nous avons des défis aujourd'hui. Oui, on nous fait défiler des militaires d'apparat qui n'ont finalement de compétences et de force que dans le maintien de l'ordre. C'est tout. Quand il s'agit de cela, aucune force militaire n'a une efficacité à 100%. Mais écoutez, posez la question à aller en Centrafrique aujourd'hui. Bon, on y a dépêché à peu près tout ce qui est possible, à tel point que les Centrafricains sont obligés de sous-traiter maintenant leur sécurité à des mercenaires russes. Vous voyez, voyons où est-ce qu'on en arrive. Donc, en fait, c'est ça. Je pense que l'Afrique doit repenser complètement ses enjeux militaires et aussi les justifications structurelles et opérationnelles de ces armées. Parce que avant, on avait des armées qui avaient pour seule utilité que de protéger le régime en place. Aujourd'hui, on se rend compte que le régime en place n'est menacé par rien d'autre et que, en fin de compte, les terroristes, ils ne vont même pas là où se trouvent les membres du régime. Ils s'attaquent à des populations paisibles qui vaquent à des occupations ordinaires. Ils vont au marché, ils vont au travail. Donc, vous voyez, et il faut quand même que l'armée protège ces populations. Donc, il faut qu'on redéploie complètement les moyens et qu'on réforme les militaires parce que c'est une culture qu'il faut changer complètement et ça appelle des révolutions culturelles au niveau de l'utilisation de nos forces armées. Dans le cas du Burkina, le président Kaboré avait limogé le chef d'état-major. Il a même nommé un nouveau ministre de la Défense, Chérif Sy. Mais visiblement, depuis là, ça continue de plus belle. Est-ce que le Burkina... s'il suffisait de nommer un nouveau ministre de la Défense et de changer le chef d'état-major pour que les terroristes tremblent dans leur coin, ça se saurait. Non. Mais écoutez, le nouveau, il ne va pas faire de miracle. En changeant le chef d'état-major, c'est parce qu'il s'est sans doute dit la stratégie n'est pas la bonne. Je veux un stratège à ce poste. Ce n'est pas la faute du seul chef d'état-major. C'est la faute de l'état-major tout entière et des officiers qui ont des fonctions techniques qui sont inadéquates parce que leur formation ne les a pas préparés à ce genre de combat. C'est tout. Ça va continuer ainsi
Ben, écoutez, j'espère que non, parce que cette population burkinabé éplorée, elle nous interpelle aussi, parce que à Dieu ne plaise que ce soit nous. Mais si c'était nous, vous voyez, si une poignée de nervis vient faire les mêmes choses dans nos villages avoisinants, on n'aurait pas plus de réponse militaire adéquate. Hein. Ça, je vous le donne, je vous en donne la garantie. Non, on n'aura pas. Mais là, ça interroge également, par exemple, dans le cas du Burkina, beaucoup disent que pendant longtemps, même du temps de Blaise et ses 27 ans au pouvoir, le Nord a été militairement négligé. Et aujourd'hui, c'est devenu un terrain fertile où les terroristes se baladent comme... Militairement négligé. Alors, si à chaque fois qu'on identifie un foyer territorialement vulnérable, il suffit d'y déployer une armada pour que la solution arrive d'elle-même. Non. Regardez, quand dans le combat contre Boko Haram, c'est la même chose, c'est les mêmes méthodes, en règle générale. Hein. Une sorte de blitzkrieg qu'ils font. Le président Buhari a dit qu'il allait déplacer l'état-major dans l'état du Maïdougouri. Il l'a fait. Est-ce que ça a changé substantiellement la donne? Non. Ils subissent toujours les mêmes attaques et parfois ils vont se replier au Cameroun. On a fait venir un fort bataillon de l'armée camerounaise qu'on a positionné au nord, mais ils n'ont pas été plus sortis d'affaire que ça. On a fait venir en appui des forces tchadiennes qui viennent de temps en temps intervenir, mais il y a toujours les mêmes foyers de violence, toujours circonscrits dans les mêmes États et dans les mêmes régions. Donc vous voyez que maintenant c'est un nouvel art de la guerre qu'il faudra inventer. Et cette guerre-là, malheureusement, on n'en a pas encore trouvé les antidotes. C'est pas des chars d'assaut, c'est pas des drones, c'est autre chose. Mais il faudra l'inventer. Mais les solutions se trouvent, à mon avis, davantage au plan politique qu'au plan rigoureusement militaire. Voilà. On va changer de sujet, on va parler de la Côte d'Ivoire avec un sujet, Maître Sosa, qui devrait vous intéresser. Les avocats ivoiriens ont demandé lundi à Abidjan aux juges ivoiriens d'accomplir leur mission en toute indépendance en regrettant que le droit et la politique s'entrechoquent. Le barreau de Côte demande solennellement aux juges ivoiriens d'accomplir leur mission en toute indépendance et impartialité, a affirmé le bâtonnier Maître Thomas Zendri dans une déclaration lue en public. L'actualité de ces derniers mois, c'est Maître Ndri qui continue de parler, donne aux Ivoiriens des raisons d'une réelle inquiétude, tant le droit et la politique s'entrechoquent. Le juge ne doit recevoir d'ordre que de la loi. Maître Sosa, le débat même sur l'indépendance de la justice. Est-ce que la vieille dame est véritablement indépendante? Votre question est intéressante. Elle l'est quand elle le veut, mais surtout quand elle le peut. Et tout ça procède du mode de nomination des juges. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez des juges qui sont des fonctionnaires, c'est-à-dire soumis à la hiérarchie de l'État, dont la carrière dépend du bon vouloir de l'exécutif, et que parfois, on dit que parfois leur carrière dépend exclusivement de l'appréciation de leur hiérarchie. Mais quand la hiérarchie est elle-même soumise, qu'est-ce que vous voulez que fassent les juges? Ils sont obligés de faire les frais de cette obédience à l'exécutive. Et c'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. C'est-à-dire qu'on devrait, par leur mode de désignation même, trouver les moyens de garantir leur indépendance. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Il suffit qu'un juge démontre des velléités d'indépendance pour que on lui applique ce qu'on appelle l'affectation punitive. D'accord. Voilà quelqu'un qui est à mi-carrière. Je donne un exemple, juste comme ça, totalement fictif. Hein. Il a 47 ans, il a déjà bouclé 15 ans de carrière, par exemple, d'accord. Et il prend une décision qui déplaît fortement. Et il a signé, prêté serment pour servir partout où besoin sera. Il fait carrière à Lomé, il se dit, bon d'accord, je suis arrivé à Lomé,
Bientôt, je vais progresser, je vais être nommé à la cour d'appel, et progressivement, bon an, mal an, si je fais mes preuves, je finirai ma carrière juge à la Cour suprême. Alors, il prend une décision malheureuse, et pour le châtier et lui faire expier cette outrecuidance, on l'envoie à Kanté. Vous pensez qu'il peut refuser? Non. Il ne peut pas. Bon. Ou on dit, voilà, c'est Kanté ou Tchamba. Tu vas aller faire le rebelle là-bas. Et il va rester là-bas pendant 5 ans. Si sa hiérarchie ne décide pas de le ramener ailleurs, il va rester là-bas. Alors, est-ce qu'il va être un juge heureux et vertueux? Là est Non. toute la question. Il sera aigri. Et à partir de ce moment-là, il fera du mauvais travail parce que on le punit injustement. Parce que quand il part là-bas, il va falloir qu'il s'équipe à nouveau, qu'il prenne un domicile. Et si avant il avait une cuisinière à gaz à Lomé, il faut qu'il en achète une nouvelle parce qu'il a laissé femme et enfants là-bas. Quand les enfants sont déjà en âge scolaire avancé et qu'à Kanté, ils n'ont pas le cadre scolaire pour évoluer, il va laisser madame ici. Vous voyez, donc, le jeune magistrat, en pleine ascension de carrière, se trouve foudroyé. Et donc, parce qu'il a peur de ça, il va être sous influence. Quand on va lui demander des choses, il ne pourra pas les refuser. Et finalement, à son corps et âme défendant, il va devoir faire des choses, parce que s'il ne le fait pas ainsi, sa vie personnelle en dépend. On ne dit pas qu'on va lui faire mal physiquement, mais on a des moyens de torture psychologique et morale qui sont redoutables et que les juges redoutent. Voilà le problème. Et quand j'ai donné l'exemple du Togo, c'est valable aussi en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle il y a un véritable souci quant à l'indépendance des juges. Mais ça les met tout le temps en confrontation avec leur conscience qui exige l'impartialité. Est-ce qu'ils peuvent toujours l'appliquer? Voilà, donc il faudrait aussi changer complètement de paradigme dans la façon de désigner les juges et dans la façon de garantir au Conseil supérieur de magistrature tous les moyens de son indépendance. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance du Conseil supérieur de magistrature quand, d'après la Constitution, le chef de l'État est le chef du Conseil supérieur de la magistrature? C'est une question qui se pose et qui, à mon avis, voyez, crée un choc notionnel entre l'idée de la séparation des pouvoirs. On n'est plus dans Montesquieu, on est purement dans Machiavel. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. L'indépendance de la justice, c'est un rêve pieux, mais irréaliste. C'est un vœu pieux et c'est une fiction. Admettons-le comme ça. C'est une fiction. Dans ce cas, bonjour les dégâts. Mais écoutez, il y a longtemps qu'on subit les dégâts. Attendez, encore une fois, attention, il ne s'agit pas d'accabler les juges africains uniquement, mais allez en France et vous verrez que la question se pose avec la même acuité. La façon de faire carrière en magistrature en France aussi pose question, parce que il y a une hiérarchie, et cette hiérarchie, souvent, elle est soumise, parce qu'un juge qui veut finir sa carrière dans la grande botte de la haute magistrature a plutôt tendance à être lisse, sans aspérité particulière vis-à-vis du pouvoir et des décisions qu'il prend. Et voilà ce qui se passe. Vous êtes juge du siège. Normalement, vous êtes censé être inamovible. Et pourtant, on affecte des juges du siège, sous prétexte qu'on leur permet de faire carrière. Alors, vous savez, quand vous êtes juge du siège, président de chambre à Paris, d'une chambre civile, et qu'on vous propose, à titre de récompense, en reconnaissance de votre de travail bien fait et de service rendu, de partir présider la cour d'appel de Douai, qui est aussi le siège, vous faites quoi? C'est dans l'embarras. Vous partez, vous êtes du siège, vous êtes inamovible, mais une promotion est arrivée qu'on ne peut pas refuser parce qu'elle est bienvenue. Vous comprenez? Et donc, si vous ne voulez pas rendre les services qu'on attend de vous, eh bien, vous végétez.
Vous allez rester 30 ans sur les mêmes bancs et peut-être que vous n'aurez jamais la position de président, vous serez assesseur. Vous êtes inamovible en tant qu'assesseur pendant 30 ans. Mais après, vous aurez quand même la conscience tranquille de dire « j'ai fait mon travail ». Oui, votre conscience tranquille, si vous voulez, elle est rutilante dans votre salle de bain. Hein. Il n'y a que votre tête d'oreiller qui vous en est reconnaissant. Le dernier sujet, le président français Emmanuel Macron a déclaré dimanche au Caire qu'il ne répondait pas aux critiques des dirigeants italiens Luigi Di Maio et Matteo Salvini sur la France car elles n'ont aucun intérêt. Emmanuel Macron dit, je cite, « Je ne vais pas répondre. La seule chose qu'ils attendent, c'est ça. Bon courage et bonne agitation. Tout ça n'a aucun intérêt. » Ce dernier, donc, le président français répondait aux propos du vice-ministre italien Luigi Di Maio, chef de file du M5S, le mouvement 5 étoiles, parti anti-système, l'autre composant de la majorité gouvernementale qui, de son côté, avait accusé la France d'appauvrir l'Afrique et de pousser les migrants à rejoindre l'Europe pour sa politique de colonisation. Mais tout ça, c'est les grands qui s'affrontent dans la cour de récré? Je dirais pas les grands, parce qu'ils ne sont pas de force égale. Mais quand même, la sortie de M. Di Maio fait débat. La France balaye d'un revers de la main en méprisant, en disant que c'était excessif, donc insignifiant, mais c'est lourd de signification. Ouais. Que ce soit l'Italie qui le dise. Les Africains le disent tout le temps, mais on les prend pour des agitateurs qui réagissent émotivement. Mais là, non. La question est posée plus sérieusement, parce que c'est vrai, mais si le franc CFA ne comportait que des inconvénients pour la France, il y a longtemps qu'elle s'en serait débarrassée. D'accord ? Alors quand on nous dit, ben, ça c'est M. Macron, c'est maintenant la nouvelle doxa, il appartient aux Africains eux-mêmes de décider, mais ce n'est pas si évident que ça, parce qu'en Afrique même, la France-Afrique a ses hommes liges qui défendraient bec et ongles et qui tueraient père et mère pour maintenir le franc CFA, pour être dans les bonnes grâces du pouvoir français. Ça, oui. Alors, quand vous avez ceux-là contre ceux, malheureusement minoritaires, qui militent en faveur d'une déconstruction totale du système monétaire africain, et notamment du CFA, qui, malheureusement, ne trouvent pas beaucoup d'écho favorable auprès de leur père, la question se pose entièrement. Maintenant, les conséquences qui en sont tirées par M. Di Maio sont peut-être démagogiques. On peut les discuter. Ce n'est pas à cause du CFA que les gens immigrent. Non, ils immigrent pour d'autres raisons, parce qu'il y a un mal-vivre, aussi bien dans la zone CFA que dans les zones où il y a une monnaie nationale autonome. Mais la question se pose quand même. Grâce au mécanisme du franc CFA, on nous contraint dans une vision politique uniquement basée sur l'exportation, l'exportation et l'importation totalement dans des devises étrangères. Ce qui fait que notre balance commerciale elle est toujours lourdement tributaire. Donc il faut bien qu'on pose la question. Pardon, je ne suis pas très qualifié en matière monétaire, mais quand même j'ai quelques centres d'intérêt intellectuels qui me permettent d'essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. Mais ces comptes d'opération, grand Dieu, mais pourquoi les nôtres sont en France? Qu'on nous explique. Elle nous aime tellement qu'il faut qu'elle nous protège encore après 60 ans. Mais après 60 ans, pardon, un enfant, il ne porte plus de couches. Mais qu'on nous laisse maintenant savoir uriner de nos propres moyens. Mais là également, on n'a plus besoin qu'on nous change les couches. C'est vrai que ceux qui sont contre le franc CFA posent le sujet, mais on sent beaucoup de passion dans le débat, mais il n'y a pas de proposition. Si, il y a beaucoup de propositions. On sort du CFA, mais et après est-ce qu'on répond à cette question? Il y a des intellectuels hautement qualifiés, bien instruits du sujet, qui le connaissent dans toutes ces arcanes techniques et qui ont expliqué pourquoi il faut rentrer dans un nouveau schéma paradigmatique. Mais seulement, la France trouvera toujours des suppôts dans les pouvoirs africains qui vont dire non, nous on veut le franc CFA. À partir de ce moment-là,
quand il n'y a pas d'unanimité sur le débat, quand il n'y a pas d'accord et consensus entre les Africains, la France va dire c'est à eux de faire le boulot et pas moi. Voilà. Très clair. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est toujours un plaisir. On observe un moment de pause et après, c'est regards croisés.